déterminée. Vous savez, cette idée qui vous manque parce que vous êtes dans quelque chose de linéaire, vous allez la chercher où elle est. Ça veut dire qu'il y a des échanges entre la société civile, ces think tanks sont civils, qui échappent à toute forme de hiérarchie, par exemple. Totalement, totalement. Et qui irriguent la pensée, je dirais, institutionnalisée, qui est celle du ministère de la Défense. Et ça, c'est un exemple à suivre. C'est très intéressant. Si vous prenez ce qu'on appelle des stratégies contre-intuitives, qu'est-ce qu'une stratégie contre-intuitive? Il y a des choses que vous considérez comme naturelles. Eh bien, ces think tanks vont penser à rebours de ce que tout le monde pense. Ce qui permet de pouvoir imaginer, architecturer des réponses à des questions que vous ne vous posez pas encore. Ça veut dire non seulement vous répondez aux questions qu'on vous pose, mais de susciter les questions qui ne vous ont pas été posées. Tout à fait. Et ça permet de baliser le champ des possibles et parfois même des impossibles. Et c'est ça qui est intéressant. Très intéressant. Parce qu'un État doit avoir cette capacité de vision, cette capacité de projection. Il la cultive en interne et également en externe. Et permettez-moi de vous parler de la seconde fonction qui est très intéressante parce qu'elle est reliée à la politique étrangère. C'est un sujet très intéressant. C'est celle, je dirais, du rôle d'influence. Pourquoi? Pourquoi le rôle d'influence? Parce que ces think tanks vont avoir des chercheurs associés qui viendront aider, vont produire une pensée nationale, en tout cas, sur le rôle de ce pays, comment il voit son étranger, comment il voit sa capacité à agir sur l'étranger. Et cette vision-là, au-delà de l'État qu'il apporte, ces think tanks vont autant l'irriguer en étant une boîte à idées, mais ils vont ici servir de rôle d'influence à l'étranger. Ça veut dire que les pays, lorsqu'un autre pays... C'est un peu des lobbies, quoi, un peu des centres d'influence. Tout à fait. D'une certaine façon, c'est également ça. Voilà. Et là, je vous parle de la recherche, plutôt de la recherche dans le domaine stratégique. Oui. N'oublions pas qu'il y a aussi dans le domaine économique, il y a des think tanks qui sont liés de façon, je dirais, très, très importante avec des compagnies. Si vous prenez le Carnegie, le think tank Carnegie aux États-Unis. Oui. Carnegie est le nom d'un grand magnat de l'acier dans les années 20, ce qui montre bien cela. Vous avez d'autres think tanks aussi qui sont très intéressants, c'est ceux qui sont liés aux partis politiques. Là aussi, ça existe. Parce que là, encore une fois, le mot d'ordre, c'est think out of the box. Toujours. Penser en dehors de la boîte. De la boîte, du contexte. De la boîte, voilà, de tout ce qui est rationnel, tout ce qui est organisé. Laisser la pensée se développer, éclore, se développer, prospérer, pour pouvoir demain moissonner, irriguer sa pensée et ses actions. Et c'est là toute la différence avec la recherche scientifique traditionnelle, la recherche universitaire. Tout à fait. Qui, elle, agit et évolue dans un cadre normé, généralement, normatif. Tout à fait, tout à fait. Et je vais vous donner un exemple en matière, je dirais, de think tank liés aux partis politiques. Vous avez l'exemple allemand qui est très intéressant, puisque vous avez les deux grandes fondations qui sont des think tanks, qui sont celles de Friedrich Ebert et Konrad Adenauer, qui sont liées à la CDS-CDU, donc je dirais l'aile droite centriste en Allemagne, et avec le parti, je dirais, plus à gauche en Allemagne, le SPD. Donc chacun a sa fondation, et ce qui est très intéressant, si vous prenez ce cas de ces deux fondations ont eu pendant très longtemps des bureaux en Algérie. Ils ont financé pas mal de choses en Algérie. Comme quoi? Comme quoi. Et vous prenez l'exemple français, le think tank Terra Nova, qui lui est très proche du Parti socialiste, irrigue la pensée du Parti socialiste en apportant, je dirais, des concepts innovants. Et pourtant, dans ces pays, la recherche scientifique, la recherche universitaire, se porte très bien, elle a le vent en poupe. Et malgré ça, on a recours donc à ces think tanks, alors qu'en Algérie, où la recherche scientifique est plus bas que terre, où elle n'existe quasiment pas, où elle est squattée par des gens qui pratiquent le plagiat, nous assistons à une totale absence de ce genre de structure. Comment expliquez-vous qu'en Algérie, il n'y ait que 12 think tanks? Ensuite, je poserai la question sur ces 12 think tanks qui existent. Parfait. Écoutez, mon sentiment en la matière, parce que je vais parler de sentiment plutôt que de certitude ou d'évidence. Mon sentiment est que d'abord, dans le champ social, la pensée a été ostracisée. Pour ne pas dire, elle a été clôturée.
Il y a une clôture où on a mis dans un petit coin quelques penseurs. Oblitérés. Oblitérés, dans lesquels, vous savez, la pensée, si vous ne la mettez pas en réseau, hein, vous n'arrivez pas à avoir un effet de levier. Or, chez nous, qu'est-ce que la pensée? La pensée, c'est d'abord le questionnement. Le questionnement, on a toujours refusé, puisque nous avons toujours fonctionné sur un discours unanimiste, sur lequel il y avait des dogmes qui étaient indépassables. La pensée, c'est toujours la question, c'est toujours le doute. C'est toujours avoir une vision critique de soi, son environnement et de son action. Or, vous le savez très bien, que chez nous, la critique est pour le moins mal vue. Pour le moins bridée. Voilà. Et ça me permet aussi de dire un mot sur ce qu'on appelle bien souvent l'intelligentsia. Alors, je prendrai le cas de l'Algérie. Je crois que l'Algérie, si on parle de l'Algérie, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu ce que je nomme 3 extinctions massives des intellectuels en Algérie. Une en 1830. 1830, la France arrive, la France coloniale s'installe chez nous, et en faisant de notre pays 3 départements français, rejette dans l'analphabétisme tous les Algériens, puisqu'ils ne parlaient pas et n'écrivaient pas français. Donc tous les intellectuels... Alors que je vous arrête juste un petit instant, parce que c'est une remarque importante. À l'époque, un général français qui faisait partie du corps expéditionnaire avait écrit, je ne me rappelle plus son nom, malheureusement, Berthézen, le général Berthézen. Oui. Alors il avait dit, c'est incroyable le taux d'alphabétisation dans ce pays, contrairement à la France. Toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants lisent et écrivent. Il a dit tous. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas alors l'existence des écoles coraniques qui allaient de soi. On ne pouvait pas ne pas envoyer son fils ou sa fille à l'école coranique. Et il n'en était pas revenu. Il était étonné. Et c'est à partir de ce moment-là, parce qu'il fut par la suite gouverneur d'Algérie, et il a toujours témoigné de choses qu'il admirait chez les Algériens. Mais je vous laisse poursuivre. Tout à fait, et je rajouterai dans la même voie, c'est que le général Berthézen, le gouverneur Berthézen, oui, a dit que l'Algérie était encore plus alphabétisée que la France. Oui, c'est ce que je vous avais dit. Tout à fait. Donc, plus alphabétisée que la France, totalement, y compris femmes, enfants et hommes. Totalement. En effet. Or, à partir de cette date-là, nous sommes devenus des analphabètes dans le système français. Première grande extinction. La seconde a lieu en 62. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le système qui se met en place, politique, ce que j'appelle la matrice, oui, se met en place et elle impose un modèle, et un modèle qui lui correspond. Et ce modèle-là avait en horreur un ennemi intime, c'est l'intelligence. Donc toutes ces élites, soit elles ont été éjectées... Pourquoi? Parce que c'était un manque de légitimité, qu'il fallait s'entourer de mauvaise conscience généralisée, qu'il fallait instituer le mensonge comme une véritable institution, une norme, un principe. Tout à fait. Et je crois que nous aborderons ce sujet lorsque nous parlerons des valeurs. Voilà. Et dans ce domaine-là, donc je vous disais, elle a eu les intellectuels. Il y en avait. Oui. En 62, il y en avait. Oui. Il ne faut pas mentir. Je vous le confirme. J'ai l'âge de ceux qui s'en rappellent. Voilà. Et il y avait des intellectuels, ces gens-là ont été soit marginalisés, soit ils ont été asservis, corrompus, soit ils ont été obligés de partir dans l'exil. Voilà. Et au lieu d'avoir des intellectuels critiques, est venu le règne des courtisans. Voilà. Et la troisième extinction de masse des intellectuels se passe dans la décennie de feu, la décennie 90, où là, avec la violence politique qui s'est instaurée dans notre pays, nous avons une hémorragie de cadres. Les chiffres affolants qui ont été donnés sont à la mesure, je dirais, du drame qui nous a frappés. Et c'est compliqué pour un pays de faire face à ces 3 extinctions massives. Ce qui m'amène à vous dire qu'il existe en Algérie des intellectuels, mais il n'existe pas d'intelligentsia. L'intelligentsia, c'est très intéressant, c'est un mot d'origine russe, ce qu'on oublie souvent de dire. Oui. Alors, l'intelligentsia, c'est quoi? C'est une couche
c'est une strate, certains parleront de classe, qui a la conscience d'elle-même. Et c'est très intéressant. Nous avons des intellectuels, mais nous n'avons pas cette couche qui a conscience d'elle-même, qui a un rôle historique à jouer, qui a pris en compte ce rôle-là, pour les raisons que je vous ai données. Et ça, c'est très important à avoir à l'esprit, parce que, c'est moi, vous rajoutez une chose qui me paraît fondamentale. Puisque nous parlons d'élite. L'élite politique, l'homme d'État, c'est quoi d'abord? L'homme d'État, c'est quelqu'un qui a une notion, qui incarne l'histoire, qui sait à un moment précis où son pays se situe dans son développement historique, par rapport à son passé, dans le présent, et qui a une vision du futur. Et qui est l'émanation de la volonté, de la souveraineté, de la vision nationale. Tout à fait. Ce qui est loin d'être le cas, puisqu'en l'occurrence, il y a captation indue du pouvoir. Tout à fait. Et violente. Bien sûr. Et je rajouterai de ce point de vue-là quelque chose qui me paraît fondamental. Aujourd'hui, notre classe politique, lorsqu'elle, d'une façon assez générale malheureusement, lorsqu'elle entonne un discours populiste, vous savez, le fameux chant des sirènes, ce chant des sirènes-là sonne aux oreilles de nous-mêmes, Algériens, nous sonne comme une belle berceuse qui nous a endormis, qui nous a rendus irresponsables. Mais je vous dis que ce discours-là est un discours qui symbolise la faiblesse de notre classe politique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en déficit d'hommes d'État, et même, je dirais, même d'hommes politiques au sens noble du terme. Nous produisons que de l'échec. C'est un visiblement, échec, vraisemblablement. C'est un échec renouvelé, si vous me permettez de vous dire. Et je rajouterai sur ce point-là, si vous le permettez, qu'aujourd'hui, si vous voulez devenir un homme politique, qui a à cœur les intérêts de son pays, qui incarne, comme vous le dites si bien, l'intérêt général, qui représente et qui est élu par le peuple, par les citoyens plutôt. Je préfère le terme citoyen. Oui. Vous savez, le peuple est quelque chose d'assez large. C'est une notion qui a été bien souvent instrumentalisée. Permettez-moi de revenir à la notion de citoyen. Très bien. Ces politiciens, au sens noble du terme, ceux qui ont été désignés pour la gestion de la cité, ces politiciens, d'abord, ils devraient savoir ce qu'est leur pays, quelle vision est pour l'avenir. Et pour ça, il faut avoir un référentiel. Il faut avoir étudié son pays, il faut avoir étudié les autres pays, l'histoire universelle, savoir dans quelle situation et à quelles conditions on reconstruit son pays, sa nation. Tout ça demande du travail. On ne s'improvise pas homme politique. Bien souvent, nous avons des battleurs, mais nous n'avons pas encore d'hommes politiques, ou du moins pas assez. Ou du moins, pas d'hommes politiques réellement élus, réellement représentatifs. C'est un secret de polichinelle, que la fraude électorale, que le trucage, le bourrage des urnes, la manipulation du scrutin est une chose avérée dans notre pays, donc l'un tenant à l'autre. Mais je vais vous poser une question assez délicate, parce que vous pourriez nous expliquer quelque chose d'essentiel, un phénomène essentiel qui procède de cette création d'échecs dont je vous parlais un instant. Aujourd'hui, on dit que le monde est un village où l'accès à l'information et la capacité à communiquer, à la communication, sont d'une importance, j'allais dire, décisive. Or, l'Algérie semble être en deçà des seuils les plus catastrophiques. J'en veux pour exemple, je vais vous donner un exemple. Le taux de pénétration de l'Internet, par exemple, en Algérie est inférieur à 25%. Et encore, il a été augmenté de près de 200% ces 2 dernières années. Et avec une très faible connectivité. Et là, ils mettent le paquet pour qu'il y ait une très faible connectivité. C'est fait exprès. Alors que celui de notre voisin tunisien dépasse les 40%, le taux de pénétration. Et celui du Maroc, celui de 56%, avec une très bonne connectivité. Comment
Pourriez-vous nous expliquer cet état de choses en matière d'information, circulation de l'information, de contrôle de l'information et d'accès à la communication? D'accord. D'abord, permettez-moi de revenir à notre culture politique, la culture matricielle. Une des valeurs, ou plutôt une des contre-valeurs, j'appellerais ça des contre-valeurs, c'est, je dirais, celle d'abord du secret, celle de l'informel, celle de l'opacité. Nous avons, et ça, je dirais, en période de guerre, c'est fondamental, c'est une valeur noble. Lorsque le FLN, avait ses structures où l'information... Le FLN d'avant 62. Bien évidemment, je vous parlais du FLN. Pour moi, c'est avant 62. Ce FLN, le libérateur, ce front qui a aidé à la libération de l'Algérie, parce que tous les Algériens, en tout cas une grande partie des Algériens ont contribué. Absolument. Ce FLN-là avait une valeur, c'est celle du secret, parce que c'était un moment, je veux dire... Il était en guerre. Tout à fait. Ouais. Cette valeur est devenue une non-valeur. On l'a mis au service d'une matrice qui avait pour objectif de durer, et je dirais d'exploiter ce que les Algériens avaient libéré. Et à ce moment-là, ça a irrigué tous les systèmes de commandement, toute la vision de la société. Nous avons gardé l'idée que l'information, c'est le pouvoir. Et lorsque vous ne voulez pas partager le pouvoir, vous ne partagez pas l'information. Parce qui détient l'information? Détient le pouvoir. Alors, sur ce point-là, vous me parliez un peu de la connectivité. Et vous parliez du Maroc et de la Tunisie. Permettez-moi de vous rajouter que le Tchad et le Malawi ont eu la 3G avant nous. Très important. Vous m'en direz tant. Voilà, très important. Alors, pour revenir à la question de la connectivité et d'une certaine façon du numérique. Alors, moi, j'appelle ça le digital. Pourquoi? Souvent, dans nos esprits, le numérique, c'est numériser un document. Oui. Et le digital, c'est autre chose, c'est un autre monde. C'est la connectivité telle que vous parlez, c'est des réseaux 24 heures sur 24 qui s'incrémentent, qui s'alimentent et qui produisent de l'intelligence. Or, aujourd'hui, cette révolution du numérique, du digital, est fondamentale. Elle est fondamentale pour nous parce que, je dirais, aujourd'hui, dans un monde qui s'est accéléré à une vitesse folle, nous qui sommes déjà dans notre splendide isolement, si nous ne prenons pas en compte ça, d'une certaine façon, nous risquons, je parle d'un risque, de disparaître quasiment de la carte. Je m'explique. Aujourd'hui, dans l'attractivité d'un pays, votre capacité numérique est fondamentale. Parce que le numérique aujourd'hui est un outil qui est, je veux dire, nécessaire quasiment dans tous les secteurs de la vie. Permettez-moi de vous en citer 3 ou 4. Je commencerai par, je dirais, l'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, nous devrions, d'une certaine façon, alphabétiser numériquement nos enfants. Les anglo-saxons, appellent ça digital literacy. Ils leur apprennent la manipulation de ces nouvelles techniques de l'information. Tout à fait. Et ça commence enfant. Ça commence enfant pour que lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, ils ont une familiarité avec ces technologies qui leur permet de rentrer dans pied à pied dans ce monde. Ça veut dire, en termes de, je dirais, de méthode et surtout d'action, c'est pouvoir distribuer aux élèves de 6e et de terminale, d'une certaine façon, des tablettes. Ces tablettes-là, on peut les commander auprès d'un producteur local, ce qui a une fonction vertueuse pour l'économie algérienne. Vous voyez, il y a un système, il faut créer, je parlerai d'écosystème algérien. Un système intégré. Intégré. Alors, vous avez bien évidemment cette digital literacy aux enfants. Vous avez aussi ce qu'on appelle les MOOC, ça veut dire les cours par Internet, pour faire simple. Hein. Donc vous pouvez abreuver tout le corps social qui aujourd'hui a soif, je dirais, de savoir, et a raison. Mais le problème, c'est qu'il y a un empêchement majeur. Un tel régime ne peut pas s'accommoder d'une telle accessibilité, j'allais dire, à ce que vous appelez le digital, parce que ça pourrait le remettre en cause, tout simplement. Écoutez, alors... Imaginez un instant
qu'après le coup d'État de 91, après l'interruption du processus électoral et la violence qui s'en est ensuivie, si les Algériens jouissaient d'un tel dispositif, avec une telle accessibilité, il n'y aurait pas eu autant de massacres, autant d'enlèvements, autant de tortures. Les gens auraient dénoncé en temps et en heure et n'auraient pas permis aux uns et aux autres, aux partis qui étaient entrés en violence, de pouvoir perpétrer ce qu'ils ont perpétré dans l'impunité, dans le huis clos. Donc c'est rédhibitoire pour eux de permettre d'imaginer, de projeter une telle initiative, une telle politique. Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire, en tout cas mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Parce que Internet était assez balbutiement à ce moment-là. Oui. Je voulais donner comme exemple. Non, tout à fait. Pour étayer mes propos. Mais bien sûr, non, je vous suis, je suis votre raisonnement. Hein. Et permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, la question, elle se pose de façon vitale. Et je vais m'en expliquer. Aujourd'hui, soit nous nous occupons d'Internet, soit Internet s'occupe de nous, en tant que pays, nation et État. Permettez-moi de revenir à ce que je vous disais. Ça veut dire l'enseignement. L'enseignement, c'est quoi également? C'est une industrie de contenu. Et là, je vais venir qui est quelque chose de fondamental, la culture. Distribuer des tablettes, c'est bien, mais encore faut-il avoir des contenus. C'est toute une industrie de contenu. C'est quoi? Ça veut dire que toutes ces start-up, ces petites entreprises, vous savez, les Algériens sont très ingénieux en la matière. Il faut nous reconnaître ce mérite. Ils le prouvent à l'extérieur de leur pays. Tout à fait. Et même en Algérie, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Je reviendrai sur les moyens plus tard. Aujourd'hui, il faut créer les conditions de cette industrie. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire des programmes sur la culture, sur la musique, sur l'histoire, vous allez fournir les contenus à nos enfants, des contenus ludiques qui leur permettront d'apprendre et d'avoir une vision de ce qu'est l'Algérie. Or aujourd'hui, tous les contenus quasiment nous viennent de l'extérieur. D'une certaine façon, c'est l'effacement de notre culture au profit de quelque chose d'étranger. C'est pour ça que je vous parlais... En plus de la pénétration. Tout à fait. Il y a aussi la médecine, mais je ne m'étendrai pas. Il y a aussi un autre secteur, qui est celui ce qu'on appelle le big data, celui des bases de données. Il s'agit, je dirais, d'une question de souveraineté nationale. Il faut pouvoir avoir une industrie qui est naissante en Algérie, qui est celle du big data, d'avoir en Algérie localisé, je dirais, des centres qui puissent stocker les données. Aujourd'hui, vous avez bon nombre de responsables algériens, d'entreprises ou autres, qui ont encore des adresses e-mail stockées à l'étranger. Oui. Je ne citerai pas des noms, voilà, du moins d'emails. Et ça, c'est important. Il faut pouvoir avoir ça en Algérie. En économie, c'est évident. Aujourd'hui, les process de gestion, de marketing sont fondamentaux, sont basés sur l'Internet dans bien souvent des cas. Donc tout ça fait que pour nous, c'est un outil fondamental qu'il va falloir développer. Je crois, j'en finis, sur ce sujet en tout cas, il nous faut véritablement une structure gouvernementale, un ministère qui s'occupe que de ça, pas comme aujourd'hui, qui puisse coordonner avec les autres ministères, pouvoir impulser une stratégie et la diffuser. Mais avant de passer à la question suivante, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Est-ce que ce n'est pas rédhibitoire pour un régime qui, en se lançant dans un tel projet, dans une telle vision, se remettrait de facto en cause? Il sèmerait les ferments de sa propre évacuation. Oui, alors, vous posez le problème de la sûreté, de la sécurité des systèmes. Voilà. L'Algérie n'est pas... De sa pérennité. Tout à fait. Et l'Algérie n'est pas la Chine. Je m'explique. La Chine a un firewall, un pare-feu énorme, qui permet effectivement de couper les Chinois avec des mots-clés et autres. Mais faites toujours confiance à l'intelligence du peuple, qui peut toujours détourner ces murs. C'est des murs qui sont déconstructibles. Vous ne gagnerez jamais contre la technologie. Gardez ça en tête. Tous les régimes autoritaires se feront dépasser par la technologie. C'est pour ça que d'une certaine façon, et là je parle de l'Algérie en tant qu'État et nation. Oui, mais en Algérie, on a des chiffres. Vous les donniez vous-même. Le taux de pénétration d'Internet est réduit à sa plus simple expression. C'est de cette façon que le régime, il n'essaye pas de canaliser la technologie ou de la manipuler. Il la bloque,
il lui fait barrage, il ne la laisse pas entrer dans le champ politique et social du pays. Je vous suis. Sauf qu'aujourd'hui, si vous prenez le phénomène Facebook, oui, beaucoup de nos compatriotes sont branchés sur Facebook. Ça veut dire que le débat, la rencontre ne peut plus se faire en Algérie compte tenu des lois qui sont en place, oui, dans des endroits physiques. Oui, mais il y a un problème de connectivité. Aujourd'hui, quand vous êtes en Algérie, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 12%, mais avec une très faible connectivité. Quand vous êtes en Algérie, que vous voulez vous brancher sur Facebook, vous mettez 1 heure pour visionner une vidéo. Et ça, c'est fait exprès. Ils ont recruté des sociétés étrangères qui, dans leur rôle, dans la mission, est de fermer le robinet, de ne laisser le débit qu'un très faible débit pour empêcher l'accessibilité, la connectivité. Le problème est là. C'est cela que le régime est en train de faire, non pas d'essayer de manipuler, ou, comme les Chinois par exemple, d'empêcher l'information au point où ils ont passé un contrat avec Google. Google Chine qui ne diffuse que certaines informations et pas d'autres. Mais les Algériens n'en sont pas là. Ils n'ont pas cette technique, ni cette intelligence, ni ce niveau. Ils se contentent de ramener une société pour fermer le robinet d'Internet et ne laisser que 12% d'Algériens, et encore 12% avec une très faible connectivité. Permettez-moi de vous répondre d'une façon, je ne dirais pas détournée, mais je vais me projeter sur les questions qui vont à venir. Oui. Mais parce que je vous demanderai de nous répondre en substance, parce que nous allons passer à une question très importante. D'accord. Je vous poserai tout de suite après. Parfait. Alors, je vous dirais, là, effectivement, vous posez un problème central, qui est évident. Mais je crois que la crise, ou les crises, en tout cas c'est mon avis, qui aujourd'hui caractérisent notre pays, malheureusement, font que d'une certaine façon, le mur qui est devant nous et qui avance à une vitesse folle, va faire que tout ce qui est aujourd'hui ordonné, en tout cas la matrice, va d'une certaine façon, je dirais... subir des contre-coups. Pour le moins. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que, je dirais d'une certaine façon, les cartes vont être redonnées, vont être redistribuées. Eh bien, à ce propos, justement, venons-en à la situation de l'Algérie. Le pays est en crise, pour le moins, comme vous dites. Une grosse crise qui promet de beaucoup s'aggraver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur ces sombres perspectives? Alors, pour ma part, je ne parlerai pas d'une crise. Je parlerai de multiples crises, chacune ayant sa dimension. Ces crises-là, et même le terme crise ne convient pas, et je m'en explique. Qu'est-ce qu'une crise dans sa définition? Je veux dire que c'est un accès. C'est un moment... Comme un accès de fièvre. Totalement, comme un accès de fièvre. Or, dans le cas algérien, nous savons tous que les tendances lourdes depuis au moins 20 ans convergent toutes, vers un point où là, je dirais, c'est un point de déflagration. Donc aujourd'hui, parler de crise, d'une certaine façon, c'est qu'on ne l'attendait pas. Or, ce qui arrive était prévisible. Tout à fait. Voilà. Et ces crises-là, il faut les prendre toutes, je dirais, chacune, en tout cas, à sa dimension. Et quelles sont... il nous reste 10 minutes. C'est tellement intéressant ce que vous dites que je n'ai pas senti le temps passer. Je vous en remercie. Mais quelles sont ces crises? Est-ce que vous pouvez nous les détailler, nous les expliquer? Vous avez 10 minutes pour ça. Parfait. Je vais vous laisser parler, je ne vous interromprai plus. Je crois qu'il faudrait des heures. Mais oui, je vais me suffire 10 minutes aujourd'hui. Je vous fais confiance. D'abord, je voudrais dire quelque chose qui est très clair. Il y a 2 principes pour moi qui sont fondamentaux. Premièrement, aujourd'hui, l'Algérie est menacée par des crises internes et par des menaces externes. C'est la conjugaison et la combinaison des deux qui peuvent être mortelles pour notre pays. Aujourd'hui, et ça je le dis d'une façon solennelle, nous, Algériens, nous sommes condamnés à vivre ensemble pour le meilleur ou pour le pire. Nous sommes à un moment où nous devons choisir en tant que citoyens, en tant que peuple, en tant que nation. C'est un moment crucial. Pour faire cela, il faut véritablement que nous nous regardions dans les yeux, que nous arrêtons de regarder les autres pour savoir qui nous sommes. C'est fondamental.
Aujourd'hui, vous avez la fameuse expression Yed el-Kharijia, la main de l'étranger. J'ai voulu vous dire, mais comme je vous ai promis de ne pas vous interrompre. Je vous remercie. Ouais. La main de l'étranger aujourd'hui est le facteur explicatif pour toutes nos crises. Ce qui est le pire, c'est que je comprends très bien que la matrice l'utilise, mais nous, en tout cas une partie de nous, l'a intériorisé. Il faut rejeter cette contre-valeur. Il faut aujourd'hui, nous passer au crible de la raison critique. Pourquoi nous sommes arrivés à cela? Nous poser, nos problèmes à nous, avant de voir l'extérieur. Chacun au monde, chaque nation a ses intérêts. Elle défend ses intérêts. Nous sommes aujourd'hui perméables aux intérêts de toutes les nations. Nous sommes colonisables, comme nous l'avons été en 1830. C'est un fameux concept, Ben Nabi, colonisabilité. Totalement, Hassan Salamé il y a quelques années. Ouais. Tout ça a fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Elle est extrêmement dangereuse. Je reviens à la crise. Premièrement, il s'agit d'abord d'une crise politique. Penser que la crise aujourd'hui, la crise politique peut être soluble dans l'économie est une erreur fondamentale et même tragique. Les bases de cette crise sont des bases politiques. Tant que nous ne réglerons pas le verrou politique, il y a peu de chances que nous réglerions les autres crises, en tout cas les autres, je dirais, dimensions de la crise. Pourquoi nous parlons souvent de la crise économique? Parce que c'est un révélateur, la crise économique. Quand vous êtes quelqu'un qui vit tous les jours d'une façon simple, le jour où, quand vous avez 1000 dinars, vous avez fait votre marché et que vous avez divisé par 2 ce que vous achetez, là vous dites « je suis dans la crise ». C'est le cas en Algérie. Totalement. C'est le reflet de cette crise par l'économie. Oui. Mais cette crise a d'autres dimensions. Je vous ai parlé de la politique, oui, bien évidemment. Oui. La crise de la représentation chez nous, la crise de la matrice. Ça veut dire la crise démocratique, j'allais dire. Totalement. La crise démocratique qui perdure chez nous. Il y a la crise, je dirais, culturelle. Aujourd'hui, civique. Aujourd'hui, il faut donner un contenu à ce qu'est l'algérianité. Nous ne pouvons plus nous suffire de dire nous ne sommes ni l'Orient ni l'Occident. Il faut donner un contenu positif, moderne et qui regarde vers l'avant tout en restant fidèle à ce que nous avons toujours été. C'est donner ce contenu-là. L'identité est un processus cumulatif. C'est fondamental. Nous, souvent, nous le faisons par le mode de la soustraction. Oui. Or, c'est de l'exclusion. Et de l'exclusion. La soustraction amenant l'exclusion. Oui. Il faut que nous puissions nous définir en ça. Vous parlez de la crise de la société. Toutes ces valeurs qui ont été diffusées, qui ont infusé depuis 1962 sont des contre-valeurs. Où sont les valeurs ancestrales de notre société? Qui étaient la tolérance, la solidarité, le travail. Parlons juste du travail, cette valeur travail. Oui, oui. Je vais vous dire quelque chose qui parfois peut choquer, mais vous me laisserez le dire, j'en suis convaincu. Bien souvent, je vais le dire en toute honnêteté, bien souvent, dans notre inconscient collectif, nous avons associé le travail au colonialisme. Pourquoi nous avons pu faire ça? Grâce à la rente. La rente. Sans la rente, nous n'aurions pas pu le faire. Tout à fait. La rente a été, je dirais, une catastrophe. Une malédiction selon certains. Tout à fait. Mais comme je ne suis pas superstitieux, je parlerai de catastrophe. Oui. Elle a été une catastrophe parce qu'effectivement, elle a diffusé de l'irresponsabilité du plus haut responsable jusqu'aux citoyens de base. Et elle a permis au régime de corrompre les masses, bien en plus de ces milieux de proximité. Tout à fait. Et, comme je vous parlais au début de notre entretien, on a diffusé des contre-valeurs à tout ça. Aujourd'hui, qui en Algérie, d'une façon générale, représente l'intérêt général? Il n'y a plus ce lieu symbolique qui était l'État. Même dans le discours politique, l'intérêt général est absent. Nous sommes aujourd'hui devenus une addition d'intérêts particuliers. Plus personne ne parle de collectif. Or, je vais vous interrompre, bien que je vous ai promis. C'est l'aile, lors de la campagne électorale de Bouteflika, pour rameuter les gens, encore que l'élection était faite, les gens, qu'ils votaient ou non, le président était élu. Sellel avait dit, je vous le dis en arabe, parce que les Jmaat Lansej, ils ont pris des crédits, ils n'ont pas remboursé.
Et ils ont acheté des choses avec, ils ont voyagé, ils sont mariés avec. يهضروا لنا على اللونساج يقولوا لنا هي يتزوجوا بصوار اللونساج. هي يتزوجوا ما كيفاه ما يتزوجش يتزوج. Je vous laisse poursuivre. Je vous disais que nous sommes partis tous comme une somme d'intérêts individuels. Or, et ça c'est fondamental, or, il n'y aura pas de destin individuel si nous n'assurons pas notre destin collectif, en tant que société, nation et État. Et ça c'est fondamental. Il faut se réapproprier cette valeur. Ça prendra du temps, ça passera par l'école. Nous n'avons pas abordé aussi la crise de l'enseignement, de l'école, le contenu, la pédagogie, la qualité des formateurs. Toutes ces questions doivent être prises en charge. Mais pour qu'elles soient prises en charge, il faut véritablement un gouvernement d'union nationale qui puisse véritablement être le reflet, je dirais, de la population et qui puisse avoir un projet porteur qui mobilise et mette en mouvement notre société. Très bien. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais comme je vous le disais, c'est tellement intéressant. Je vais vous demander, à votre avis, qu'y a-t-il lieu de faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Écoutez, mon avis et mon sentiment. Les mesures existent. Les mesures existent. Or, aujourd'hui, ce qu'il se trouve, c'est qu'il faut une véritable volonté politique. Je vous parlais de la faiblesse. Le populisme est un stigmate de la faiblesse. Et il faut véritablement, je dirais, une équipe resserrée, des gens qui représentent la population, qui incarnent l'intérêt, je dirais, l'intérêt général, qui puissent dire aux gens ce que j'ai fait au Forum Liberté et les hommes politiques après ont suivi, en disant nous sommes devant une crise inédite que l'Algérie contemporaine n'a jamais connue. Nous allons vous avez dit une crise finalement. Tout à fait. Une crise inédite, à multiples facettes, à laquelle il va falloir faire face. Nous allons être jetés dans une mondialisation, je dirais, inhumaine. Si nous n'avons pas des guides, des gens qui peuvent tenir le gouvernail, qui donnent le cap et qui soient crédibles, j'ai bien peur qu'aucune mesure ne puisse faire face au tsunami qui arrive. Mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ce tsunami? Concrètement, des mesures concrètes que vous pourriez donner-nous des pistes. Bien évidemment, je pense qu'il faut revenir aux urnes, à arriver véritablement à quelque chose de plus démocratique que ce qu'on a connu depuis un certain temps, depuis bien trop longtemps. Dans le domaine économique, si vous me parlez du domaine économique aujourd'hui, il y a de nombreuses pistes. Il y a à rationaliser les dépenses de l'État, mais véritablement. Il faut se suffire des discours. Il faut aller vers une logique de résultats et non pas de moyens. On vous dit on a investi tant. C'est bien, mais ces temps que vous avez investis, qu'est-ce qu'ils ont donné? Quels sont les fruits de cela? Ça veut dire qu'il faut avoir une gestion. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais géré le pays. Nous avons comblé les lacunes à coups de dollars et de pétrodollars. Ce temps est fini. Il va falloir revoir le système financier. Il va falloir que les gens aujourd'hui puissent financer leurs projets, non pas en fonction de leur carnet d'adresse, mais en fonction de, je dirais, de l'attractivité et des résultats potentiels de leurs projets. Mais pour aller à cette rationalité, à cette rigueur, j'allais dire à cette austérité, à cette vision réelle, lucide, il faudrait encore que ce régime accepte de s'en aller, accepte de céder la place, ou du moins accepte une transition qui pourrait aller vers un changement en douceur. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, même le chef de l'État qui est le président élu, il est devenu une sorte de façade, de vitrine institutionnelle derrière laquelle se cache un pouvoir occulte dont on ne sait même pas qui est derrière, qui est contrôlé par qui. Comment pourrait-on arriver donc à une telle rationalité si tant est que ce régime refuse de céder la place? Un régime, faut-il le rappeler, plus que médiocrate, mafiocrate. Écoutez, la matrice, terme que j'évoque souvent, est souvent constituée d'un conglomérat d'intérêts. Ces intérêts auront une responsabilité historique
et je pèse mes mots, sur ce qui va arriver. Et je pense, malheureusement, que nous ne ferons pas l'économie d'une crise importante qui va changer la donne. Voilà. Et n'oublions jamais qu'aujourd'hui nous avons, nous collectivement, à penser à l'avenir de demain, à offrir aux Algériens une alternative. Et ça, nous ne pouvons la construire qu'en articulant les forces démocratiques. Sami Oussedeq, merci infiniment, ce fut très intéressant, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, en espérant revoir M. Sami Oussedeq très prochainement pour qu'il continue à nous éclairer de la façon qu'il vient de faire. Merci beaucoup, salam alaikum, qawala khair, Slama. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup.